Sartane en séance photo avec son compagnon Jérémy. Là, pour le coup, oui, on parle d'identité, on parle de soi, de s'accepter en tant que femme noire. Je pense que ça passe par là aussi, même si tout autre style de coiffure ne veut pas dire qu'on est moins noir qu'une autre. Mais personnellement, le fait d'être revenue aux cheveux afro, ça a été, je pense, un des meilleurs choix de ma vie. On va essayer. Mélie pense que la pratique du défrisage se transmet inconsciemment de mère en fille. Ma maman, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui lui a été inculqué ou en tout cas qui est rentré dans sa tête à un moment donné de sa vie. Et forcément, on reproduit avec ses enfants peut-être ce qu'on a connu nous-mêmes. Donc j'ai été défrisée, enfin les premiers défrisages assouplissants, mais c'est le même principe, hein, vraiment de lisser le cheveu de manière définitive en fait. J'étais enfant. En 2014, elle lance son blog pour partager ses expériences beauté avec le plus grand nombre. Les premiers thèmes abordés par le blog, c'était la beauté des cheveux crépus, montrer qu'ils sont beaux, qu'on peut faire des coiffures magnifiques, qu'on a une versatilité juste incroyable, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ce type de cheveux-là. Donc c'est redire que le cheveu crépus, c'est pas un défaut, que c'est vraiment un atout beauté. Pour Mélie, le cheveu crépus n'est pas un défaut. Et dans son cas, c'est même un booster d'estime personnelle. De profiter aussi du moment présent. Je vous souhaite à tous une belle journée. À très bientôt. Ça vous parle, ça, Alicia, ou pas? Oui, quand même. En plus, elle a une belle chevelure. Mais oui, c'est vrai que moi, je trouve que j'ai un avantage, c'est de pouvoir changer de coupe quand je veux. Après, je ne juge pas ceux qui ont les cheveux lisses. Si elles se sentent belles comme ça et qu'elles restent comme ça, c'est pas tout le monde qui prend le temps d'acheter tous les produits qu'il faut, de soigner. Après, c'est une question d'éducation, d'habitude. Et puis, l'important, c'est de se sentir belle dans le miroir après. Vous, quand vous étiez petite, votre maman, vous lissez les cheveux, vous les défrisez ou pas? C'était très rare. De temps en temps, quand j'allais chez mon père, ma belle-mère, quand elle m'emmenait au salon de coiffure, c'est sûr, je finissais toujours par lisser mes cheveux. Les coiffeuses, en fait, c'est directement ce qu'elles voulaient faire. Après, vu que c'était une fois par mois, moi, ça me faisait plus un peu rigoler parce qu'au moins, je voyais la longueur vraiment des cheveux. Donc, ça faisait un peu comme les Barbie, voilà, quand j'étais petite. Mais voilà. Mais sinon, ma mère n'a jamais cherché à défriser mes cheveux. Ça faisait pas partie de notre quotidien, alors qu'elle l'a eu. Ça a été le cas lorsqu'elle était plus jeune quand même. Mais elle me disait toujours que j'étais belle avec mes cheveux. Après, j'avais du mal à lâcher mes cheveux, puisqu'on disait tout le temps, oui, t'es pas coiffée, tu n'as pas dompté ta chevelure. Donc après, je disais que ça me tenait chaud. C'est pas que j'assumais pas, j'étais très fière de mes cheveux, mais en même temps, finalement, j'étais toujours coiffée. Il fallait toujours que je sois tirée, que ça soit bien tiré, bien peigné. Et c'est vraiment vers mes 16 ans où là, je me suis un peu découverte en tant que femme, où j'ai commencé le mannequinat, où vraiment les photographes ont cherché à me voir telle que je suis au naturel, où là je me suis dit mais en fait je suis belle comme ça, je peux faire plein de choses avec mes cheveux et au final aujourd'hui dès que j'ai pas ma chevelure, mes cheveux, mon afro, mon volume, je sens que c'est plus moi. Quand vous avez été élue Miss France, vous aviez les cheveux, donc votre volume. Oui. Est-ce que pour des photos officielles, comme ça a pu être le cas dans d'autres années de Miss France où il y a eu des polémiques, on vous a demandé de dompter votre chevelure, pour reprendre votre expression? Il y a des gens qui m'ont fait des remarques en me disant que je pourrais me coiffer. Après, pour des shootings bien particuliers, en fait, ça me dérangeait pas de changer de look. Comme je dis, je sais comment mes cheveux sont, je les mouille et ils regonflent. Donc, au final, moi, ça me dérangeait pas tant que. Après, ils ont un petit peu souffert durant mon année de Miss France entre les fers à répétition. Donc, j'ai vite arrêté ça. Mais maintenant, j'en prends vraiment soin. Et il y a d'autres façons de changer de look, entre les perruques de temps en temps, les rajouts, les tissages. Au final, moi, en ce moment, franchement, on peut dire que chaque semaine... vous changez de coupe. Voilà, en tout cas, exactement. vous n'avez pas attendu un concours qui pourrait être un peu normé dans des critères de beauté pour être celle que vous voulez être.
Non. Après, c'est vraiment cette année, en discutant avec d'autres femmes qui justement changent de look tout le temps, où j'ai pris un peu des renseignements de comment ça se passait, entre, comme j'ai dit, les perruques, les tissages, parce que c'était pas une habitude que j'avais. C'est vraiment depuis 6 mois que je m'y intéresse réellement. Mais voilà, après, mon volume, c'est mon identité. Donc c'est ça, votre volume, c'est votre identité. Donc il y a bien une identité. On peut utiliser ces cheveux pour revendiquer qui on est. Pourquoi on décide de se lisser les cheveux au-delà du critère pratique ou esthétique? Est-ce qu'il y a une dimension sociologique dans ce que vous avez pu mener comme enquête, Daphné? Oui, je pense. Et d'ailleurs, en tout cas, mon étude se concentrait justement sur les raisons qui poussent les personnes soit à se lisser les cheveux de manière chimique ou à faire des tissages, par exemple, ou alors plutôt revenir vers le naturel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours replacer ces pratiques dans un contexte sociétal particulier, en fait, ou en France, ou même aux Antilles. En fait, en tout cas, aux Antilles, le cheveu crépus est un stigmate assez fort. Et en fait, c'est aussi ça qui indique, on va dire, le degré de négritude de la personne, quelque part. Donc, plus que la couleur de la peau. Donc, finalement, le cheveu, c'est quand même un élément identitaire très, très fort, que ce soit une identité assignée ou revendiquée, mais c'est aussi un lieu qui permet finalement d'être réapproprié par les personnes elles-mêmes. Comme disait la jeune fille finalement dans le reportage, le cheveu c'est son identité, donc elle réutilise ce stigmate pour le valoriser et pour en faire quelque chose qu'elle définit elle-même. Donc il y a aussi ce jeu-là qui est possible dans ce genre de configuration. Mais alors, si le cheveu, c'est un indicateur de la négritude, comme vous dites, il ne suffit pas de se le lisser pour diminuer cette négritude. C'est un peu facile comme raisonnement. Alors ça dépend des contextes. On voit par exemple aux États-Unis, où en fait il y a aussi une façon de voir ces questions-là, les questions liées à la race, entre guillemets, finalement, où le fait d'être noir, enfin, même si on se lisse les cheveux, ça ne changera rien en fait. Mais au Brésil, par exemple, le cheveu est tellement un élément indicateur finalement, on va dire, de la négritude sur ce continuum on va dire, entre blanc et noir, que le fait de se lisser les cheveux peut amener la personne à être considérée comme blanche ou alors comme plus claire. Et en fait, l'idée du cheveu et de la couleur de peau, c'est pas seulement le cheveu ou la couleur de peau, mais ça indique aussi un statut social finalement, et une hiérarchisation sociale au sein de la société. Au Brésil, dans les personnes que j'ai interrogées, beaucoup de jeunes filles m'ont dit, voilà, en fait, moi j'ai découvert que j'étais noire quand j'ai arrêté de me défriser les cheveux. Donc ça, c'est intéressant. J'ai découvert que j'étais noire. Et quelque chose qui n'arriverait pas forcément dans le contexte français métropolitain ou aux États-Unis. Ou même aux Antilles. Moins aux Antilles aussi. Parce qu'il y a aussi cette influence, on va dire, d'une représentation française des questions raciales qui est différente. Donc c'est une question de génération aussi, on le voit dans le sujet. La dame d'une soixantaine d'années qui a l'habitude de se lisser les cheveux, et la nouvelle génération, pas du tout. Ça évolue par rapport à la revendication identitaire dont vous parlez. Oui, et je pense qu'aussi le lissage chez une certaine partie des populations noires a aussi été finalement perçu comme un rite de passage vers la femme adulte, en fait. Et beaucoup de pratiques de défrisage se faisaient aux alentours de la puberté. Donc, il y a aussi cette question autour de la féminité, de la définition de la féminité, donc qui est quand même reliée à des normes très liées à la question de la blancheur de la peau. Et en fait, dans le contexte des colonies, des anciennes colonies françaises, il y a vraiment aussi cette idée de la construction d'une féminité qui s'est faite en opposition à la femme noire, en fait, où la norme de la féminité, c'était la femme blanche. Donc, parce que dans nos départements d'outre-mer, on est des sociétés post-coloniales et post-esclavagistes. Oui, complètement. Et ça joue encore aujourd'hui. Et cette question de la femme noire étant exclue de la féminité. Donc il y a tout un travail aussi pour se réapproprier ça et pour comprendre aussi que c'est une construction sociale et essayer de déconstruire un peu ces manières de penser qui ont longtemps été imposées finalement.
Alors vous parlez des cheveux, enfin on parle des cheveux, on va aussi un peu parler des couleurs de peau, parce qu'il y a aussi des catégories. Hein, on va aller à La Réunion dans une agence de mannequins, voir comment les jeunes filles sont choisies pour des publicités ou autres, aussi en fonction de la couleur de leur peau.